Alors, je viens d'écouter sur France Culture, on est ce samedi, donc une émission, je ne me souviens plus avec quel était l'animateur, où il y avait François Hartog. Et moi, j'ai bien connu François Hartog dans sa jeunesse, puisque nous étions dans la même classe de philosophie au lycée Pasteur en 63-64. Et c'est assez curieux, parce que Hartog parle du temps, du présent, du chronos, pour parler de ses bouquins, chronos qui est paru récemment chez Gallimard. Et moi-même, je suis marqué par le temps. Et c'est curieux que dans la même classe de philo, deux auteurs se soient investis dans la question du temps. Coïncidence. Maintenant, que penser des thèses de Hartog, dont le nom commence par les mêmes deux premières lettres que moi, curieusement, François Hartog, à Neuilly, donc, à Pasteur, eh bien que alors, il distingue le kéros, le chronos et la crisis. Alors, bon, je ne veux pas discuter très longtemps là-dessus. Pour moi, le kéros est très important au regard de l'astrologie. L'astrologie est la science du kéros. C'est-à-dire savoir à quel moment, mais aussi à quel avec qui. Il n'y a pas un bon kéros s'il n'y a pas la bonne personne pour faire la chose. C'est pour ça que j'aime bien cette formule américaine ou anglaise, right man, right place, right time. Voilà, ça me paraît fondamental. Et ça, il n'en parle pas apparemment, Hartog. Voilà. Nous sommes tous porteurs d'un kéros différent. Il n'y a pas un kéros universel. Voilà ce que je pense. À tel moment, ce sera le bon kéros pour A et le mauvais kéros pour B. On peut exactement à tel moment, quelqu'un sera en pleine possession de ses moyens et l'autre sera en train de tâtonner. Toute la différence entre la phase de quadrature, de tâtonnement, et la phase de conjonction, qui est la phase d'aboutissement. Donc, qui est qui fait quoi, c'est ça fondamental. Donc, en écoutant cette émission, où il y avait d'ailleurs aussi Philippe Tian, je dis, mais ce kéros extérieur n'existe pas. C'était fondamental. Le temps dépend de l'organisation de la cité. Si la cité est mal organisée, il n'y aura pas the right man at the right time, at the right place. Donc on ne peut pas dissocier en quelque sorte le temps et l'espace. Right place, c'est bien l'espace. Bon, donc voilà ce que je voulais dire. C'est intéressant de voir la réaction de Hartog à ce sujet, mais je crois qu'il n'a pas la bonne approche sur ce sujet. Concernant le chronos en général, bon, moi ça ne m'intéresse pas énormément, donc je n'ai pas de compétences pour en traiter. Il y a effectivement une histoire, il y a un temps qui s'écoule. Par contre, je dirais que notre temps est déterminé par un Deus Faber, qu'on appelle comme ça. Parce que notre temps, il est déterminé justement par l'introduction de l'astrologie. Et c'est l'astrologie qui établit ce kéros. Et ça n'a pas été depuis toujours. Je ne suis pas en train de dire que l'astrologie existe depuis toujours. Pas du tout, au contraire. C'est quelque chose qui a été organisé à un moment donné de l'histoire de l'humanité et même l'histoire du monde.
Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la finalité. Où va-t-on? Moi, je n'ai pas, bien que je suis tenté de penser que certaines choses se révèlent progressivement, mais ce n'est pas ma démarche fondamentale. Ma démarche fondamentale, c'est plutôt la prise de conscience, je viens de dire tout à l'heure. Être conscient de ce qui se passe, être conscient de la réalité du kéros, par exemple, c'est fondamental. Et ça peut correspondre à une forme de futur à souhaiter, à envisager, de révélation apocalyptique au sens littéral du terme. Forcément, toute la démarche des juifs comme Marx, Freud, etc., c'est la prise de conscience. De quelque chose qui est, c'est le passage de la subconscience à la surconscience, pour employer le vocabulaire qu'on utilise. Quelque chose qui est là, de toute façon qui est là de toute manière. C'est pas quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est d'en prendre conscience. Mais la nouveauté, c'est pas le phénomène. Les astres, l'astrologie, elle existe, qu'on le veuille ou non. Maintenant, qu'on en prenne conscience, est-ce que ça changera quelque chose? C'est pas certain. Et là-dessus, effectivement, épistémologiquement, est-ce qu'il faut divulguer, est-ce que la science doit être divulguée, et à qui elle doit être divulguée? Ça nous ramène à un autre sujet que j'ai abordé, c'est le problème de l'en-soi. Est-ce que les scientifiques ne doivent pas garder certaines connaissances pour eux-mêmes, car ces connaissances peuvent perturber l'ordre des choses. Si j'annonce quelque chose, je perturbe l'ordre des choses. Je peux provoquer du mimétisme. Je veux ça qu'il a, lui. Ou je veux pas ça. Ou bien voilà, c'est le rejet, c'est la fascination, c'est la prophétie autoréalisatrice. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, mais c'est une question que je pose, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on garde ça dans l'en-soi d'un milieu scientifique? Et plus généralement d'ailleurs, mais ça vous connaissez mes thèses là-dessus, ne pas déborder les limites de l'en-soi. Un groupe peut dire des choses qu'il arrange avec une certaine complaisance, très bien. Est-ce qu'il doit être entendu ailleurs que dans son propre périmètre? C'est la question. Je vois plutôt une société compartimentée, moi, en ce qui concerne. Je crois beaucoup à une société compartimentée, et contrairement à ce qu'on peut croire, plus la société est compartimentée, moins il y a de heurts dans une société. Certains diront le contraire. Que chacun reste chez soi, tienne les propos qu'il arrange entre soi, que ce soit dans le domaine social, scientifique, religieux, etc. Et ce n'est que dans certains cénacles que certaines choses peuvent se dire. Voilà.